Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Lénaïg. Salut Barthélémy. Je me suis repris sur le prénom parce que il fallait que j'y arrive au bout de la 3e fois. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Oui, très bien. Écoute, en pleine forme. Je reviens de la semaine où on a joué au Pays de Galles à Cardiff et écoute, voilà, c'était une grosse victoire. On a marqué 50 points à 0, donc voilà, on est plutôt satisfaite de nous et puis voilà, prêt pour une nouvelle semaine d'entraînement avec le Stade Français et puis la semaine prochaine, j'espère être de nouveau avec l'équipe de France pour jouer les 2 derniers matchs qui seront contre l'Écosse et l'Irlande. D'accord. Du coup, il y a 2 questions qui me viennent. Vous avez le même programme que les hommes ? J'ai l'impression. Exactement. C'est les mêmes semaines de matchs, les mêmes semaines de repos, les mêmes équipes qu'on rencontre le même week-end. Ok. Mais à la différence des hommes, vous rentrez dans vos clubs respectifs et vous vous entraînez avec vos clubs respectifs la semaine. Il me semble que les hommes restent en équipe. Non, ça, ils ont quelques jours. Alors nous, souvent, on a une semaine après la première quinzaine. Après, on repart une semaine. En sélection, puis après on a de nouveau une semaine de repos. D'accord. Okay. Et les garçons, c'est plus au lieu d'une semaine, c'est plus 4 jours de repos où ils peuvent rentrer dans leur club ou profiter de la famille et des amis pour se ressourcer entre voilà ces gros matchs. Ok, super. Et du coup, là, ce tournoi de destination, 50 points face au Pays de Galles. Et les matchs d'avant, il y a eu un crunch. Ouais, il y a eu un crunch qu'on a malheureusement perdu et forcément très déçu parce que l'an dernier, on a perdu 4 fois contre les Anglaises, et dont 2 fois où ça s'est joué vraiment à 3 fois rien et à la dernière minute. Donc là, on avait vraiment à cœur de montrer ce qu'on valait et puis de gagner le tournoi destination. L'objectif était clair, c'était de le gagner. En ayant perdu le premier match, forcément, ça met un peu les choses en jeu et il faudrait espérer une défaite de l'Angleterre, mais ça me semble compromis parce qu'elles sont plutôt bien parties et pareil, elles infligent de gros scores aux adversaires. Ouais, donc c'est vraiment les 2 nations qui survolent un peu les autres nations, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai qu'on est 2 nations qui dominons un peu le rugby en Europe, parce que aussi on a forcément des bons résultats, mais aussi une fédération qui nous suit. Et puis aussi beaucoup de licenciés dans notre sport, contrairement à l'Italie ou au Pays de Galles ou l'Écosse. Aujourd'hui, nous on est à peu près 22 000 licenciés. Ce qui est énorme, ouais. Ce qui est énorme par rapport à il y a 10 ans où on était même pas à 8 000. Ouais. Moi, quand j'ai commencé le rugby, on était 8 000 licenciés. Le rugby féminin ne passait pas à la télé. Et d'ailleurs, je savais même pas que le rugby féminin existait il y a 10 ans de ça, quand j'ai commencé.
Donc oui, aujourd'hui, grâce à la télé, grâce à la Coupe du Monde en 2014, les choses ont énormément changé dans le milieu du rugby féminin. Ouais. Et aujourd'hui, on peut passer sur France 2. Nos matchs sont télévisés aussi sur France 4. On peut vraiment suivre nos résultats et nos matchs. Et ça, c'est quand même super si tu veux développer ton sport parce que les gens peuvent te suivre. Déjà, il y a vraiment un gros attrait pour suivre notre aventure, en fait, tout simplement. Ouais, bah, tout à fait. Et tu l'as, juste avant qu'on commence un petit peu l'interview dans les règles d'habitude, tu citais 2014. Toi, tu sens de l'intérieur que ça a vraiment été une deuxième vague un petit peu pour le rugby féminin. Et est-ce que tu sens qu'il y a eu du changement depuis? Ah ouais, clairement. Il y a eu un avant 2014 et un après 2014. Super. Moi, j'ai eu ma première sélection en novembre 2012. Il y avait 400 personnes qui étaient au stade pour venir nous encourager. Et puis c'était pas ça, on passait pas à la télé à cette époque-là. Et en 2014, on a eu de la chance déjà d'avoir quelques matchs de Six Nations qui passaient à la télé. Ouais. Donc déjà les gens ont un peu découvert ce qu'était le rugby féminin. En plus, on avait gagné le tournoi des Six Nations. Et puis quelques mois après, on joue la Coupe du Monde en France et contre toute attente, on a rempli tous les stades, que ça soit à Marcoussis, les matchs de poule, ou à Jean-Bouin pour les matchs de phase finale. 20 000 personnes qui viennent te voir, encourager l'équipe de France, mais c'était impensable 2 ans auparavant. Ouais. C'était impensable. Et ça a eu un gros coup de boost grâce à la télé, parce que les gens ne savaient pas ce que c'était le rugby féminin. Ils s'imaginaient vraiment des filles qui étaient un peu garçons manqués, qui se roulaient dans la boue et qui savaient pas jouer au rugby, clairement. Ouais. Et là, le fait de voir que c'est les mêmes règles que chez les garçons, que ça se pratique aussi bien que chez les mecs, voire à l'époque même peut-être mieux, parce qu'on déplaçait beaucoup le ballon et les gens attendaient ça en fait, un jeu où on rentre pas dans des murs, mais plutôt où on cherche des espaces, on cherche l'évitement, mais on cherche à avancer sur le terrain et il y a toujours de la continuité dans le jeu. Et ça, du coup, ça rendait vraiment le rugby attractif. Et comme chez les garçons, il y avait pas beaucoup de résultats, et comme chez les garçons, ça rentrait dans des murs, et que c'était pas attirant de voir un jeu quelques années pas terribles, où on se rentre dedans et c'est tout. Aujourd'hui, on voit que quand même les choses ont bien évolué. Le Stade Toulousain, ils nous ont fait rêver sur la dernière finale du Top 14, même toute la saison dernière et même encore cette année. Où voilà, c'est un jeu de ballon, un jeu de mouvement. Et comme quoi, voilà, autant les garçons que les filles, on peut jouer ce type de rugby. Ok, bon en tout cas, c'est vrai que moi je l'avais pas forcément perçu comme ça, parce que bon, peut-être qu'avant je m'y intéressais pas plus que ça, mais que effectivement l'effet 2014 et cette Coupe du Monde qui est organisée en France, et ça fait quoi la première fois de voir 20 000 personnes dans un stade, quand tu passes d'un sport, tu vois, bon 400 personnes, c'est quoi, c'est les familles de tout le monde, tu vois, ouais, c'est les gens qui viennent manger une saucisse et boire une bière Exactement. Et qui viennent avec leur famille. Donc tu connais presque tout le monde dans le stade, entre guillemets. Ça fait quoi justement de passer avec les premières caméras, des gens que tu connais pas, avec des maillots bleus, des gens peut-être maquillés qui chantent. Comment est-ce qu'on le vit tout ça? On est passé du complet anonymat à la lumière, et c'est vrai que ça a été bizarre, parce que oui, c'est vrai que les gens pouvaient après te reconnaître dans la rue. Enfin, moi, je suis rentrée de la Coupe du Monde en 2017. On m'applaudit en sortant du RER à Orsay, quoi. Ouais. En me disant bravo, félicitations pour votre médaille. Non, mais j'ai halluciné, parce que je me suis dit waouh, on arrive à me reconnaître. Bon, après j'avais les cheveux bleu blanc rouge aussi, donc forcément ça attire l'œil. Mais ouais, forcément c'était un peu étonnant. Après c'est flatteur, on se dit oui, en fait voilà, maintenant on est suivi, il y a un réel attrait pour le rugby féminin, donc tant mieux. On veut que ça pour son sport, hein. Et puis des gens qui s'identifient à comment on joue, des petits garçons ou des petites filles. Enfin, c'est juste génial de pouvoir être un modèle pour certaines petites filles ou même petits garçons ou même grands garçons. J'ai eu des grands garçons aussi qui m'ont envoyé des messages après sur les réseaux sociaux en me disant voilà qu'ils adoraient mon style de jeu. Donc forcément ça touche un peu, parce que tu te dis punaise, toi t'es juste une joueuse de rugby, tu fais juste ta passion, et derrière ça tu représentes l'équipe de France, mais
t'impactes un petit peu le jeu peut-être de petites filles et tu les motives peut-être aussi à faire derrière le même sport que toi. Ouais. Donc Ça, c'est important. C'est génial. Ouais, c'est clair. Et tu vois un peu plus de femmes dans les tribunes? Oui, clairement. Il y a beaucoup d'intérêt pour les femmes. Je pense que derrière notre rôle de joueuse, on a un petit peu un rôle de guerrière ou peut-être un rôle aussi de représentation des femmes dans leur ensemble en fait. Elles s'identifient à nous parce que on se bat comme des guerrières en fait sur le terrain, on lâche rien. On a un état d'esprit plutôt frais, on va dire, avec voilà des sourires quand on va marquer ensemble, une solidarité qui peut se voir derrière le petit écran. Et ça c'est quelque chose qu'elles apprécient et qui fédère aussi, je pense, les femmes derrière parce que tu vois, ne serait-ce que voilà, ce week-end à Cardiff, je rencontre quelqu'un dans l'ascenseur et puis limite c'était la femme du supporter de rugby qui était allez-y les filles, on est à fond derrière vous, qui était hyper enthousiaste. C'était impressionnant de voir à quel point voilà on pouvait lui donner de l'intérêt ou de la motivation à regarder du rugby. Ouais, bah comme je te disais, j'avais eu un dîner ce week-end avec des amis et toutes les filles qui étaient là, en tout cas à ce dîner, étaient très solidaires et étaient super fières, tu vois, du fait d'avoir une super équipe de rugby en France. Elles étaient super motivées. Je crois que t'as gagné 3 followers. Tu pourras regarder dimanche soir vers 20h. Tu as dû gagner 3 followers, elles se reconnaîtront en tout cas. Mais moi j'avais trouvé qu'il y avait un côté super fier d'avoir des filles qui les représentent, qui se battent et de se dire et tout ça. Et elles se sont toutes engagées à aller voir un match. Donc waouh. Bon je l'attends quand même. Alors. Je les prends au mot et je leur dirai de t'envoyer un message le jour où elles seront là. Il y a pas de souci. L'interview avance et tu le sais, bon, normalement je commence avec une question un petit peu traditionnelle. Là, on a un petit peu dérivé, mais c'est un peu ça aussi l'aventure. On va reprendre du coup, et je voulais savoir, toi, quel était ton premier souvenir de sport, et est-ce que il me semble que t'as commencé le rugby sur le tard. Oui. Moi, mon premier souvenir de sport, il est pas au rugby, il est en athlétisme. J'ai commencé l'athlé quand j'étais toute jeune. Ma mère cherchait à me faire du sport parce qu'elle est prof de sport. Enfin, mes 2 parents sont profs de sport. Et voilà, comme ma mère, j'ai commencé par l'athlétisme. Donc d'abord pour le plaisir et c'est vrai que voilà il y a une personne qui m'a marqué dans ma jeunesse, c'est Marie-Josée Pérec, tout simplement. Okay. Parce que c'était une athlète juste hors norme parce qu'elle a gagné plein de médailles pour la France et puis aussi la grâce qu'elle dégageait, la beauté de ses foulées sur la piste. Elle dégageait vraiment quelque chose de fort, de rapide, elle me faisait penser un peu à une gazelle vraiment, et c'était vraiment le premier souvenir que j'ai eu en sport. Ok. Et donc c'est elle qui t'a donné envie de te mettre à l'athlétisme, et est-ce que toi du coup t'as eu envie de te mettre sur du sprint, sur du 200, du 400? Ouais, ça s'est fait un peu naturellement parce que je courais plutôt vite que je ne pouvais courir longtemps. Donc c'était plutôt le sprint que l'endurance. Et oui, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je dessinais un petit peu, j'aimais bien dessiner, et je me voyais lever le drapeau de l'équipe de France en tenue d'athlète, pas en tenue de rugby woman. Mais voilà, j'avais envie de. Tu te dessinais toi du coup. Ouais. Oh, trop génial. Ouais. Okay. Avec comme mes idoles en fait, qui étaient aussi Christine Aron, Eunice Barber qui faisait de l'heptathlon. Je voulais être comme elle, quoi, vraiment représenter la France, gagner des médailles pour la France et courir vite et ouais. Ouais, il y avait une super génération. Alors Marie-Josée Pérec était un peu juste avant, mais après Muriel Urtis, Christine Aron, Eunice Barber, c'était des nanas incroyables, quoi. Et à quel moment du coup tu choisis un peu l'heptathlon, parce que l'heptathlon, pardon. Oui. Parce que déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, comment c'est composé, et à quel moment tu commences à choisir, à quel moment tu commences à choisir ce sport?
Alors, je me spécialise un peu autour, je pense, de 15-16 ans. Ouais, je pense que ça devait être autour de ça. Parce que j'étais un peu moyenne dans toutes les disciplines et je pouvais pas choisir une discipline en particulier, malgré ma préférence pour les sprints et les haies. Et donc du coup, c'est tout naturellement que je me suis découvert plutôt un intérêt vers les épreuves combinées. Alors elle dit plutôt moyenne, mais je suis sûr que ses performances à 15 ans et à 16 ans sont meilleures que moi au top de ma forme. Ouais, après il y avait des athlètes assez extraordinaires et qui pouvaient marquer énormément de points dans des épreuves. Moi, c'est vrai que c'était un peu dans toutes les épreuves où j'arrivais à m'en sortir. Ouais. Et donc l'heptathlon, c'est 7 épreuves sur 2 jours. Avec 3 épreuves de course, 200 mètres, 800 mètres, 100 mètres haies. Ensuite, il y avait du saut en longueur et du saut en hauteur. Ouais. Et du lancer de poids et du lancer de javelot. Ouais, t'as parlé au passé parce qu'il y a un changement ou... Non, il y a toujours cette épreuve, ça existe toujours l'heptathlon. Et chez les garçons, c'est le décathlon. Ouais. Et voilà, donc c'était un sport où il fallait vraiment donner de sa personne, qui était très exigeant, qui demandait de l'entraînement aussi. Parce que forcément, fallait être bon dans toutes ces épreuves et donc fallait travailler toutes ces épreuves. Donc c'était quelque chose qui était puissant aussi parce que, qui pouvait être assez dur à vivre sur un week-end parce que c'est cette épreuve. C'est hyper intense. Tu essayes de gagner un maximum de points épreuve après épreuve et tu termines par un 800 mètres. Alors moi qui détestais l'endurance, je te laisse imaginer dans quel état je terminais la compétition. J'essayais de calculer les points pour être sur le podium, pour avoir telle ou telle place. Mais je détestais le 800 mètres, c'était horrible et nerveusement je craquais souvent. Mon père était là pour essayer de me reprendre en main, mais c'était, et en même temps c'était sympa parce que ça avait un petit côté collectif, l'heptathlon, parce qu'on est plusieurs nanas à jouer les unes contre les autres, à concourir les unes contre les autres pendant tout un week-end. Et donc forcément t'as un tel qui va gagner la première épreuve, l'autre qui va gagner la deuxième. Enfin t'as toujours ça bougeait un petit peu et on est au coude à coude. Et en même temps, c'est sympa. L'esprit est vraiment sympa comparé à juste une épreuve toute simple que tu peux faire sur un week-end de compétition. Donc là, c'était vraiment quelque chose déjà que j'appréciais, le côté collectif de l'heptathlon. C'est un truc que je trouve dans les sports qui cumulent plusieurs sports. Tu me diras toi ce que t'en penses. Et je l'ai vu dans le triathlon, je l'ai vu dans le décathlon, et t'as l'air de dire un peu qu'il y a la même chose dans l'heptathlon. Et je le revois maintenant dans le CrossFit. Le fait qu'il y ait plusieurs sports, on est vachement humble parce que il y a sûrement une discipline sur laquelle on va être meilleur que les autres, mais il y a sûrement aussi une discipline où tu vas être nettement moins bon que les autres. Et du coup, je trouve qu'il y a un espèce de respect mutuel où tout le monde peut s'apporter, tout le monde a un peu sa chance à tirer et peut apprendre aux autres, peut s'inspirer des autres. Et je trouve que ça crée une ambiance très humble et très sportive en fait finalement. Donc t'as l'air de le confirmer et là je le revois dans le CrossFit où moi qui suis plutôt petit et léger, je suis vachement avantagé pour d'autres trucs, et puis d'autres où c'est les grands qui sont avantagés, on se tire un peu vers le haut. Mais je trouve que c'est vachement sympa ces sports mélangés parce qu'au final ça permet vraiment de s'épanouir dans tout et de rester humble quoi. Donc je confirme. Et durant cette petite cette petite carrière, si on peut appeler ça comme ça, est-ce que tu vois des signes un petit peu annonciateurs d'une future rugby girl avec le rugby woman, tu vois? Est-ce que tu le vois avec le recul? Est-ce que tu te dis ça m'a vraiment servi ou... En fait, t'imagines, en fait, aujourd'hui, j'ai plus d'années d'athlétisme que de rugby, derrière moi. J'ai 10 ans de rugby pour 14 ans d'athlé. Donc, au final, tu vois, petite carrière en athlé, finalement. Alors, je pourrais dire aussi que c'est une petite carrière en rugby, même si elle était bien plus loin et bien plus haut. Déjà, quand je faisais de l'athlé, j'avais mon entraîneur qui me disait mais c'est incroyable, tu es tellement, on entend trop ton pas, tu vois, quand je faisais de la longueur, souvent on entendait trop mes pas, tu vois, sur la piste, et on me disait t'es trop lourde sur la piste, tu vois. Et je dégageais tellement de puissance, mais j'arrivais pas à avoir le petit côté aérien, tu vois, de la longueur. Et au final, quand je suis arrivée au rugby, on m'a dit
tu vas jouer avec les grosses. Et je fais, ouais, c'est quoi les grosses? Attends, moi je suis pas grosse. Déjà, je faisais en athlé, on faisait vachement attention à comment on mangeait, comment notre look, quoi, notre physique, on faisait hyper attention. Et souvent on me disait en athlé, il faut que tu perdes 5 kilos, et au rugby on me disait faut que tu prennes 5 kilos GP, c'est génial, c'est sport. Je vais m'entendre, il y aura plus de prise de bec sur le poids. C'est la gourmandise qui parle. Ouais, exactement. Et voilà, oui, c'est vrai que j'avais un profil qui était puissant, qui arrivait en plus à courir vite, qui pouvait être mobile aussi. C'est vrai que l'heptathlon, il aide à être complet dans plusieurs disciplines, et au final au rugby c'est ce qu'il faut savoir faire. Il faut savoir sauter en touche, donc avoir un bon jump. Faut savoir courir vite quand t'as ballon en main pour pas te faire attraper par le défenseur. Faut aussi être fort au contact sur les impacts, sur les plaquages par exemple. Donc tu vois, c'est des choses que inconsciemment j'avais appris grâce à l'athlé. Et développer un corps, développer aussi tu vois, quand t'es grand, t'es un peu pâteau, et au niveau de la coordination c'est pas facile, donc du coup c'est vrai que l'athlé m'avait un peu aidé sur ça. Après voilà, ce qu'il a fallu résoudre en premier, c'est d'attraper les ballons au rugby, quoi, parce que j'étais pas du tout en athlé, t'as pas de ballon dans les mains, et ça a été le plus dur. À quel âge tu fais cette transition du coup de l'athlé au rugby? À 20 ans. Ok. Et t'as eu un déclic? Oui, en fait, il y a eu quelque chose en athlé qui m'a pas plu. Mon entraîneur, ça se passait plus aussi bien qu'avant. J'avais vraiment fait le tour de l'athlé, et je me dis voilà, j'ai envie de vivre un sport collectif. Quand t'as fait toujours le même sport toute ta jeunesse, t'as envie de découvrir autre chose. J'avais envie de voir autre chose, et puis faire un sport co. Tu vois, je me suis dit, je suis grande, je peux faire du basket, du hand. Et puis finalement, je vois qu'il y a du rugby féminin à la fac de sport de Rennes. Je me dis tiens, pourquoi pas faire du rugby. Mon père étant coach de rugby, je me dis pourquoi pas essayer. Et c'est comme ça que j'ai débuté le rugby. Donc vraiment par hasard. Papa n'a pas du tout influencé. Parce que en fait, je pouvais pas faire de volley ni de basket parce que ça correspondait pas avec mon emploi du temps universitaire. Donc vraiment tu te dis en fait ta carrière elle aurait pu jamais exister si en fait ton emploi du temps universitaire n'avait pas fonctionné. Enfin, tu te dis c'est le hasard fait bien les choses finalement. Ouais, c'est clair. Mais c'est un truc que j'en parle des fois avec des auditeurs un peu offline. Ils me disent c'est quoi les secrets des champions et tout. Et je leur dis le premier secret c'est de la chance, parce que pour trouver le sport que tu aimes, dans lequel tu as le physique qui convient bien et toutes les aptitudes physiques et mentales, faut aussi avoir une part de chance. Et c'est sûr. Et tu vois, tu l'as dit un peu toi-même là, en plus il y avait une histoire d'agenda, donc mais bien sûr. Et puis aussi les bonnes personnes qui t'accompagnent, qui te boostent, qui te motivent à continuer. Je serais tombée sur un entraîneur qui était pas bon, qui n'avait pas envie de faire son taf, ou qui m'aurait pas motivée, peut-être que j'aurais jamais continué le rugby. Ça aurait été une fois, et puis je serais passée à autre chose. J'aurais été voir du basket, tu vois. Enfin. Et j'ai eu la chance de tomber sur Yann Moison, un très bon coach à Rennes, qui est connu dans le milieu du rugby. Et voilà, l'aventure elle a démarré comme ça. Il m'a vu, il a fait t'es grande toi. tu vas aimer le rugby et tu vas en faire. et du coup forcément quand il y a quelqu'un qui te porte de l'intérêt pour faire ce sport-là, t'as envie aussi de voir comment ça peut marcher, et voir si on peut pas aller voir un peu plus haut aussi en compétition. Donc du coup, j'ai vite commencé en club au Stade Rennais Rugby. Donc t'as vite commencé à être titulaire, j'imagine, parce que alors c'est pas passé tout de suite. Il fallait quand même que je commence à apprendre à attraper des ballons. Je ne connaissais rien aux règles de rugby, donc laisse tomber. Je prenais des cartons en permanence parce que je rentrais sur le bord de ruck, ou les plaquages hauts parce que je me baissais pas. Enfin non, mais c'était quand même. Je partais de très loin quand même. J'avais un physique, mais c'était tout. Mais en rugby universitaire, c'est souvent les grands, on les fait jouer très vite. Et en fait, finalement, il faut tout leur apprendre parce que... mais après, j'avais pas du tout la culture rugby. Je m'intéressais pas au rugby. Enfin, moi, je regardais des fois le tournoi à destination avec mon père, mais encore, je le voyais crier dans sa télé à encourager les deux. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Et... Voilà, je comprenais juste quand il y avait un essai, c'était beau, il y avait de belles envolées. Voilà, c'est tout. Sinon, je ne pipais rien au rugby.
Et puis forcément, quand tu commences un sport, t'es curieux, t'as envie de t'intéresser. J'avais mon père assez souvent, même en rentrant de l'entraînement, je l'appelais et puis je disais tiens, en fait ça marche comment, les règles comme ça. Et puis voilà, puis quand t'es motivé, t'as envie d'apprendre et t'apprends plus vite que les autres. Et c'est sûr, quand t'as un gabarit qui t'aide, tu es forcément avantagé. J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Et après, donc du coup, j'ai eu ma place en équipe 1 parce que voilà, jusque-là, je jouais en équipe 2. Et puis quand j'ai eu ma place en équipe 1, j'ai ciré le banc comme toutes les débutantes qui commencent un sport. Hein. On s'imagine bien. Bon, il y a quelques phénomènes dans notre sport qui débutent directement en équipe 1 et qui peuvent être phénoménales, mais c'était pas mon cas. Et donc j'ai ciré le banc et puis j'ai eu de la chance finalement dans la malchance d'une personne qui s'est blessée. Du coup, j'ai pu prendre sa place et puis après montrer ce que je valais sur le terrain. Ouais. Et quelques mois après, on m'appelle en équipe de France. Donc c'était en 2 ans, j'ai connu ma première sélection. Donc c'était inenvisageable, tu vois. Enfin, j'avais jamais pensé qu'un jour je mettrais le maillot de l'équipe de France. Enfin, ouais, ça va super vite. J'y ai même pas rêvé. J'ai même pas eu le temps d'y rêver. Okay. Contrairement à l'athlétisme où là, par contre, j'en rêvais de ce maillot de l'équipe de France. Ouais. Mais en rugby, voilà, tu peux pas te dire je commence un sport à 20 ans et je vais jouer en équipe de France après. C'est pas, 22, là, je me suis jamais dit ça, quoi. Non, mais c'est génial. Enfin, je trouve l'histoire est trop belle, quoi. Tu vois, elle permet de faire rêver aussi. Je sais qu'il y a plein de filles, des jeunes filles qui ont entre 20 et 22 ans qui nous écoutent, tu vois, qui écoutent ce podcast. Merci les statistiques de Spotify et d'Instagram, mais allez-y les filles, quoi. Enfin là, il y a une preuve vivante qu'on peut commencer un sport à n'importe quel âge et atteindre le haut niveau. Et c'est quand même un avantage parce que je pense que chez les mecs, ça doit pas être si évident, quoi. Mais... Ouais, je pense que bon, sans vouloir casser l'ambiance et casser le moral de certaines filles qui commencent sur le tard, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'arriver dans une période où le rugby féminin n'était pas du tout développé et ni médiatisé, ni connu. Et les filles commençaient sur le tard à la fac, au lycée. Enfin, c'était extrêmement tard pour commencer le rugby, pour commencer un sport et envisager une carte de haut niveau. Alors qu'aujourd'hui, quand même, on voit des petites filles qui commencent à 6 ans en école de rugby, qui commencent avec les garçons, après qui enchaînent dans les pôles espoirs, après qui peuvent être appelées au pôle France, à Marcoussis. Enfin, tu vois que les filles, elles arrivent aujourd'hui à 18 ans, elles ont déjà un bagage technique énorme. Voilà, moi, je n'ai toujours pas commencé le rugby à 18 ans, mais tu te dis, c'est impressionnant. Aujourd'hui, je vois des filles, j'ai 30 ans aujourd'hui, je vois des filles qui en ont 18, voire 17 avec qui je joue. J'ai fait, waouh, quoi. Il y a un niveau, on a passé un gap énorme. Ouais. Après, c'est le rugby aussi. Enfin, je veux dire, si la France n'est pas un pays de rugby et ne met pas le paquet pour que les filles, le rugby universitaire avec le rugby des jeunes chez les filles soit aussi, je veux dire. Oui, puis ils l'ont bien compris aussi à la fédération que voilà, il y avait aujourd'hui des très bons résultats en équipe de France, que la seule case sur les 5 dernières années qui augmentait, c'était les licenciés chez les filles. Donc du coup forcément ils ont aussi mis le paquet pour développer le rugby féminin et avoir de plus en plus de jeunes filles qui font du rugby, quoi, qui fassent du rugby. J'ai vu dans ton parcours que tu faisais beaucoup de rugby à 7 et je voulais savoir un petit peu comment est-ce que ça s'était mélangé et aujourd'hui comment est-ce que tu organisais ton emploi du temps et comment est-ce que tu l'avais découvert. Moi, je suis un vrai fan de rugby à 7, donc si tu peux nous en parler un peu, ça me ferait super plaisir. D'accord. Eh bien, écoute, moi, le rugby à 7, je l'ai découvert grâce au rugby universitaire lors de ma première année avec le rugby U. Du coup, j'avais fait du rugby à 7 en fin de saison. Et mon arrivée en équipe de France à 7, elle se fait un peu pas par hasard, mais disons que le destin a bien fait les choses. Je me retrouve évincée de l'équipe de France à 15, du 15 de France féminin, pour 2014, pour le tournoi Destination. Et donc du coup, entre coachs du 15 et du 7, ils se parlent et ils se disent Lénaïque Corson, elle peut jouer un peu à 7, je pense qu'elle court un peu vite, donc du coup tu peux l'essayer. Donc voilà comment je me suis retrouvée sur la liste pour faire un stage à Amsterdam avec l'équipe de France de rugby à 7.
Et effectivement, j'ai fait mes premiers débuts avec l'équipe de France, donc qui n'ont pas été faciles parce que j'avais l'impression de découvrir un autre sport, vraiment. Ouais. Entre le rugby à 15, qui à l'époque on le pratiquait vraiment, je dirais pas de façon plan-plan, mais disons beaucoup moins rythmé qu'on peut le faire aujourd'hui. Et puis là, le rugby à 7, ça allait dans tous les sens. On jouait un tournoi en plus, donc on jouait plusieurs matchs contre les Pays-Bas, qui à l'époque était une bonne nation rugby à 7. Et clairement, là, je savais pourquoi j'étais fatiguée en fin de journée, quoi, parce que ça allait à 10 000 à l'heure et c'était très usant. J'avais pas du tout. J'avais la vitesse qui allait bien pour faire 2-3 actions, 2-3 courses en sprint, mais alors pour continuer et enchaîner ce type d'effort, non, j'avais pas cette endurance là. Donc du coup c'était solide, mais en même temps je regrettais pas parce que j'avais vraiment l'impression de finir fatiguée et d'avoir tout donné sur le terrain. Là, le dépassement de soi, on savait très bien ce que ça voulait dire, quoi. Ouais. Et finalement, j'y ai pris du plaisir dans un rugby qui était pour moi carrément un autre sport que rugby à 7, rugby à 15. Pour moi, ça avait rien à voir. Et puis voilà, j'ai fait mes armes avec l'équipe de France à 7. J'avais enchaîné 2-3 stages et puis après j'ai dû stopper parce que entre-temps, je validais aussi un diplôme et que j'avais absolument envie de valider. Et qui pour moi était prioritaire même devant l'équipe de France. Ouais. Parce qu'à l'époque on était juste des simples amateurs et voilà, je savais que il fallait absolument derrière avoir un diplôme et derrière forcément un métier, parce que penser vivre du rugby un jour, jamais j'aurais imaginé ça. Même si maintenant j'ai la chance depuis 6 ans de vivre du rugby, mais à l'époque c'était impensable. Donc j'avais vraiment fait le choix d'arrêter de mettre entre parenthèses du moins mes stages avec l'équipe de France à 7 et privilégier mes études. Ok, d'accord. Et aujourd'hui tu joues encore à 7 du coup? Aujourd'hui on va dire on est en période de transition. Ça fait 6 ans, comme je t'ai dit, que j'étais pro, donc semi-professionnel. J'ai eu la chance en août 2014, de signer mon premier contrat pro et le premier contrat semi-pro qui pouvait exister pour les femmes au rugby. On n'était que 16 joueuses à l'époque à signer ce type de contrat. Donc 16 joueuses complètement privilégiées, même si c'était pour gagner 1000 balles tous les mois et venir sur Paris et quitter sa région. J'étais prête à le faire parce que j'avais envie de progresser, puis c'était mon rêve, quoi, quelque part, de se dire punaise, je vais faire du sport toute la journée et ça va être mon métier, ça va être dingue, quoi. Et c'était réservé aux joueuses de l'équipe de France ou c'était pour les joueuses Alors c'était réservé que pour les filles de France à 7, du moins ils voulaient créer un centre d'entraînement avec les meilleures joueuses. Je me rappelle, à l'époque, il fallait du coup faire un CV, une lettre de motivation, parler de notre projet professionnel pour pouvoir entrer dans ces 16 filles qui allaient s'entraîner au centre d'entraînement. D'accord. Et du coup mon dossier a été retenu. Et donc du coup 2 mois après je me retrouvais semi-pro à vivre sur Paris, quoi. Donc c'était le gros changement, ouais. Gros changement. Mais tu jouais toujours pour l'équipe de Rennes? Mais je jouais toujours pour le Stade Rennais. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, tu fais comment? Tu fais des allers-retours? Ouais, c'est ça. Beaucoup d'allers-retours. J'avais aussi 2 logements. Du coup, j'avais un logement sur Paris. Je vivais du coup chez mon copain dans sa chambre étudiante de 20 mètres carrés à Rennes. Je payais mes allers-retours et tout ça pour 1 000 € tous les mois. Donc je t'avoue que les débuts, ils ont pas été forcément simples, mais écoute, quand on a envie de quelque chose, on a envie d'y croire jusqu'au bout et de le vivre pleinement, et ce que j'ai fait. Et puis au final, aujourd'hui, je regrette pas mon choix parce que aujourd'hui, on est payé un peu plus
Et puis on a la chance de vivre de notre passion, et ça c'est quelque chose qui est juste génial, quoi. Ouais, bah à partir du moment où c'est vrai que si tu relativises et que tu te dis il y a 10 ans en arrière, il y avait aucune fille qui était professionnelle, tu peux te dire bah effectivement il y a une chance, et il faut aussi à la fois en profiter pour toutes les filles qui n'ont pas eu le statut, et puis en même temps bah continuer de faire des efforts pour que ça se démocratise un peu plus, et qu'il y ait potentiellement plus de filles qui puissent en bénéficier à l'avenir, quoi. Mais c'est hyper chouette. Aujourd'hui, c'est quoi l'ambiance dans un vestiaire d'une équipe de rugby? Moi j'ai fait du rugby universitaire aussi pendant 5 ans, et du coup je connais bien le sport, et il y a plein de préjugés sur ce qui se passe dans les vestiaires des garçons. Il se passe quoi dans les vestiaires des filles? L'histoire de la savonnette, nous on s'amuse pas à ça. Je sais pas, les préjugés dans le vestiaire non, franchement je vois pas. Non, mais après, tu vois, le rugby chez les gars, oui, je les connais un peu, les préjugés, mais chez nous, non. Ouais. Enfin, vraiment, c'est normal, on est là pour se changer. Ouais. Non, mais je veux dire, je dis pas qu'il y a des préjugés sur les vestiaires des filles, hein. Je disais juste, est-ce que l'ambiance, elle change? Non, j'en sais rien, mais tu vois, voilà, les garçons ont une réputation un peu sulfureuse dans le sport, on le sait, et du coup, voilà, je sais pas si t'avais un point de vue par rapport à ça, ou si tu voulais mettre un petit peu en lumière certains points, mais plus que peut-être ma question était mal posée aussi, je vais la reformuler. Est-ce que toi, des fois dans ton quotidien, tu t'es confronté à des préjugés de gens sur le rugby féminin, et est-ce que aujourd'hui il y a des choses des préjugés auxquels t'aimerais bien un peu claquer la porte? Alors ça, oui. Autant les préjugés des vestiaires, tu vois, je voyais pas, mais autant les préjugés, oui, sur des filles qui pratiquent le rugby, ça, je peux t'en donner un petit paquet. Surtout au début de ma carrière. Maintenant que je le joue en équipe de France, peut-être que du coup, ça arrive moins jusqu'à mes oreilles. Mais c'est vrai que quand j'étais complètement anonyme et je jouais juste pour le fun avec mon club ou la fac, c'était du genre... mais les filles, ça devrait même pas jouer au rugby. En fait, sur un match, j'avais eu le nez pété, et je parlais on allait voir un match de rugby masculin sur Rennes, et en fait, je parlais avec une pote qui était à côté. Je lui dis bah ouais, j'ai cassé mon nez et tout sur le dernier match et tout. Et en fait, il y a un supporter qui était placé devant, qui avait à peu près la soixantaine, et qui s'est retourné, et qui me dit merde, le rugby, vous devriez même pas en faire. Donc j'ai dit waouh. Donc du coup je suis restée un peu con, et j'ai rien dit parce que à l'époque je pense que j'osais pas dire les choses, et maintenant clairement j'aurais de quoi répondre si on me sort ce genre de choses. Mais voilà, c'est des attaques tellement bêtes et tellement dommages, quoi, parce qu'on se dit qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu n'auras pas droit de faire du rugby, que tu sois une fille ou un garçon, enfin, ou que ce soit de la danse pour des garçons, enfin, pourquoi? Je pense que du coup, t'as vraiment une ouverture d'esprit, et t'as pas des œillères, t'arrives à voir que n'importe qui peut faire le sport qu'il a envie de jouer, quoi. Ouais. Et donc oui, bah forcément des préjugés, t'as envie de les ignorer, en fait, ces gens-là. Mais parce que t'as envie de leur dire aussi les choses, mais tu te dis pour que tu portes déjà un commentaire comme ça, c'est que t'es déjà un peu bête, en fait. Ouais, c'est déjà trop tard. Tu peux pas prendre le pli, quoi. Je sais pas si tu peux vraiment faire réagir ou les faire changer d'avis. Ouais. Et tu vois, on associe souvent effectivement le rugby à un sport un peu violent, un peu rugueux. Est-ce que toi, c'est un trait, enfin, on n'a pas l'air on dirait pas comme ça que c'est un trait de ta personnalité, mais est-ce que c'est quelque chose, c'est ça qui va te plaire dans le rugby? Tu vois, moi j'ai connu des mecs qui jouent au rugby, ils me disaient moi vraiment ce que j'aime c'est casser l'adversaire en deux. Moi ce que j'aimais dans le rugby, c'était plutôt effectivement faire des jolies passes, tu vois, c'est la beauté du ballon qui est en train de voler et qui va super vite et qui s'enchaîne. Toi, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans le rugby? Alors, tu t'imagines bien, quand tu viens de l'athlétisme, que t'es dans ton couloir et que personne ne te touche, t'imagines bien que non, c'était pas du tout de casser la gueule des gens et encore moins de les toucher ou de les plaquer, tu vois. Ouais. Ça, c'était pas du tout inné.
Non, moi, ce qui me plaisait, c'était pouvoir courir sans être attrapé, tu vois. Ouais. C'est pouvoir mettre un raffut pour se dégager et lever les genoux pour que personne puisse t'attraper les pieds ni les jambes. Ça, c'est ça qui me plaisait le plus, tu vois. Et puis mettre un coup de gaz ou un appui pour mettre dans le vent ton adversaire. Ça me plaît. Ok. Et ça me plaît toujours. Même si des fois j'aimerais que ça arrive plus souvent, mais je joue à un poste où c'est beaucoup moins facile de le faire. Ouais, bah ouais, c'est sûr. T'es seconde ligne toujours? C'est ça. Ouais. Et je vois que tu t'entraînes aussi beaucoup physiquement. Tu partages un peu tes entraînements et tout sur Instagram. Et d'ailleurs, je recommande les auditeurs d'aller suivre ton compte. Je crois que c'est Lénaïque Corson. Tout je crois que sur Insta, c'est lena.corson. Lena.corson. Lénaïque, c'est beaucoup trop compliqué pour certaines personnes qui sont pas bretonnes. J'ai remordu. Mais ouais, mais en tout cas, ouais, tu partages beaucoup d'entraînements. Et comment t'organises ta semaine aujourd'hui? Tu fais combien de séances à peu près toutes les semaines? Et qu'est-ce que tu vas travailler un petit peu plus dans le spécifique? Ouais, alors d'ailleurs, ça me fait penser que je suis passée d'un sujet à un autre. Mais je te disais que du coup, j'étais en période de transition. Ouais. Jusque-là, je préparais les Jeux Olympiques de Tokyo, donc qui ont lieu dans quelques mois. Et il y a à peu près un mois de ça, j'ai décidé, j'ai décidé d'arrêter ma carrière internationale à 7 car j'étais très fatiguée nerveusement, physiquement, et que le rugby à 7 est un sport qui est très exigeant, qui demande d'être très constant dans sa performance, d'être très exigeant dans son entraînement et d'être tout le temps à 200% à l'entraînement. Et je voyais que je perdais un peu cette énergie et que j'avais du mal à retrouver un petit peu le plaisir de jouer. Donc là, il y avait grosse sonnette d'alarme et ça a été une réflexion que j'ai eue pendant plusieurs mois. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête le rugby à 7? J'avais tellement envie de faire les jeux que ça en devenait mais vraiment entêtant et une obsession. Et en final, je pensais plus qu'à ça, plus qu'à soigner mon corps ou à m'écouter des fois quand j'étais trop fatiguée. Et je me suis dit non, arrête, là t'es en train de te détruire, parce que j'ai enchaîné 12 blessures 8 blessures, ça suffira comme ça sur les 12 derniers mois, avec plein d'infections, de grippe, de rhume. Donc je me dis là, mon corps il arrive à HS, il arrive fatigué, et qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que j'arrête même complètement le rugby? Ça s'est posé aussi cette question-là. Est-ce que j'arrêterais pas le rugby à 7 et je me reconcentrerais pas plus sur le rugby à 15, parce qu'il y a une Coupe du Monde en 2021? Et finalement, c'est cette option que j'ai prise, d'arrêter donc le rugby à 7. En tout cas, le projet des Jeux Olympiques n'est plus le mien aujourd'hui. Même si c'est dur de faire ce deuil et de se dire je ne ferai pas les JO alors que ça fait 6 ans que je les prépare et que je m'arrache. Je vois qu'aujourd'hui je suis en train de me faire du mal, en fait. Donc j'ai fait le choix d'arrêter et de vraiment d'être focus, en fait, sur la Coupe du Monde à 15, sur le rugby à 15, que tout n'est pas fini et que j'ai envie de profiter de ces 2 dernières années de rugby à 15 avant de vraiment raccrocher les crampons. Et puis j'ai vraiment je m'entraîne dur parce que j'ai envie que notre équipe elle soit championne du monde. J'ai envie de finir ma carrière sur un titre, parce que ça fait je crois 6 ou 8 fois que l'équipe de France finit sur le podium d'une Coupe du Monde, mais ne dépasse jamais la 3e passe. Donc clairement, je pense qu'on est en capacité d'être championne du monde. Après ça demande énormément de travail, et puis ça demande que tout le monde soit connecté. En fait, ça dépend pas que de toi, parce qu'on dépend, on est un sport collectif, ça dépend de toute l'équipe, de tout l'investissement que donnera les joueuses. Donc j'ai vraiment envie de donner l'exemple, et oui, des fois je partage sur les réseaux sociaux ce que je peux faire des fois sur des semaines, même si je partage pas tout, loin de là, parce que sinon je pense que vous en aurez marre, mais je m'y file parce que sur ça. J'ai retrouvé du goût d'aller m'entraîner. Je suis en pleine forme en ce moment, je me sens très bien dans la tête. Donc j'attends que ça de jouer là, parce que j'ai vraiment les crocs.
Ok, bah, trop bien. En tout cas, je trouve ça hyper courageux, tu vois, d'accepter d'être revenu un peu sur un rêve. Et ça, j'imagine que ça doit être une décision hyper difficile à prendre pour toi. Et je trouve ça hyper courageux, en tout cas, d'en parler, de l'accepter un peu. Et je trouve que il y a beaucoup de sportifs, tu vois, pour qui ça aurait pu être un peu une blessure ouverte et qui aurait pas forcément accepté d'aborder le sujet. Donc merci à toi d'être transparente par rapport à ça. Mais du coup j'insiste quand même sur ta préparation physique, parce que j'ai quelques potes qui sont préparateurs physiques et qui me disent que les rugbyman, il y a rien de pire, parce que tu dois bosser à la fois leur endurance, parce qu'ils doivent tenir 80 minutes. En même temps, tu dois bosser leur explosivité, parce qu'ils doivent être hyper explosifs sur des plaquages, leur endurance de force et leur volume musculaire. Et du coup, toi, comment est-ce que tu organises un petit peu ta semaine, et est-ce que tu as un coach particulier qui vient pour toi? Alors là, tu vois, je suis vraiment sur une période de transition. Je suis toujours sous contrat avec l'équipe de France à 7 jusqu'à juin. Ouais. Après, je passerai sur un contrat plus avec le 15. Ouais. Donc voilà, pour l'instant, je continue un peu les entraînements avec le 7 sur cette fin de saison. Malgré tout, j'ai envie aussi de les accompagner jusqu'au bout, parce que pour moi, il y a vraiment une chance de médaille aux Jeux de Tokyo. On fait vraiment des très bons tournois et l'équipe de France est très en forme. Je vois des filles qui sont en train de prendre en maturité sur les tournois mondiaux. Et ça me fait tellement plaisir de voir que l'équipe de France, voilà, se débrouille bien et travaille dur, hein, aussi pour ces objectifs-là. Moi, de mon côté, cette semaine, je vais m'entraîner avec le Stade Français. Ouais. Je reviens donc du coup de matchs avec l'équipe de France. Donc là, cette semaine, ça va pas de ne rien faire, ça va pas être de rien faire, parce qu'il faut continuer quand même à garder du rythme, et on peut pas passer d'une grosse semaine d'entraînement avec un match et ne rien faire sur une semaine. Donc en fait, on a des GPS qui nous sont propres, ils nous ont été donnés par la fédération et qui permettent de se donner des objectifs de distance sprintée, du nombre d'accélérations et distance aussi au-delà de sa VMA. Donc vraiment dépasser, être dans sa zone rouge pendant tant de temps ou tant de distance. Donc ça nous permet, voilà, on a donc là mes recommandations étant envoyées par le prépa aujourd'hui de l'équipe de France. Donc voilà, sur toute la semaine, je sais ce que je dois faire comme distance, voilà, comme objectif avec mon GPS. Donc ça sera sur des séances terrain. Ouais. Donc avec le Stade Français. Souvent, voilà, je m'entraîne avec le club, et en plus de ça, derrière, je fais des séances énergétiques sur la fin de l'entraînement. Et des fois, il y a quelques copines qui viennent m'accompagner aussi, qui ont envie de m'aider, parce que Inès, elle est là toujours en train de me dire. Et au final, c'est bien, parce que ça booste aussi l'esprit de club et l'esprit de compétition de certaines filles. Donc, je suis plutôt satisfaite de ça. Et puis à côté, je suis en salle avec les préparateurs physiques du Stade Français, qui sont Sylvain et Bakary, et qui sont deux très bons techniciens préparateurs, et qui sont très complémentaires les deux. Il y en a un qui est bon, les deux sont très bons en muscu. L'un un peu plus les traits basés sur le MMA et tout ce qui est un peu technique de lutte, tout ça, donc de boxe aussi. Donc ça a été sympa, on a fait des fois des entraînements un peu plus ciblés dans ce domaine-là. Donc ça permettait déjà de changer un petit peu de ce qu'on peut vivre avec l'équipe de France ou sur le terrain, et de casser un peu la routine d'entraînement. Et avec Sylvain qui est voilà, très bon aussi en haltéro, et qui va vouloir nous mettre beaucoup de rythme, beaucoup de circuit training sur l'entraînement. Donc du coup c'est bien, ils sont très complémentaires, et les deux je les adore. Et ils me boostent énormément dans ma préparation. C'est vraiment deux types que j'adore. Ok, ouais, donc tu fais vraiment beaucoup de choses, quoi, entre le foncier, la partie un peu plus terrain, plus la prépa physique en plus des petits cours de self-défense ou de MMA, ça fait une bonne semaine, quoi, au final. Ouais, le but c'est voilà, au rugby à 7, on court énormément, ça peut être 40 km dans une semaine, c'est énorme, ce qu'on peut faire. Et notre entraîneur, voilà, le sélectionneur, qui est David Courtex,
part du principe que on joue d'abord au rugby, donc faut courir ballon en main. Ouais. Et ça, c'est pour faire vite un choix et se retrouver, par exemple, devant un défenseur, faut vite faire la passe ou vite prendre une décision. Et ça, si tu t'entraînes pas à ça, tu peux pas l'apprendre sur un tapis roulant ou juste à courir, à faire tes séances énergétiques non plus. Donc, ouais. C'est vrai que le 7 est une très bonne école de rugby. Ok. T'as parlé un petit peu au début de l'interview, t'as justifié un peu le fait que dans le rugby, on te demandait de prendre du poids et de modifier un petit peu ta carrure physique. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile pour toi et est-ce que aujourd'hui l'alimentation c'est quelque chose que tu dois regarder ou soit dans un sens, soit dans l'autre, tu vois? Est-ce qu'il faut parce que j'avais eu la chance de rencontrer Raphaël Poulain qui était lui joueur du Stade Français et qui m'avait dit lui on lui avait clairement demandé de prendre 10 kilos en un an. Est-ce que toi c'est une contrainte aussi qu'on t'a demandé et, non, pas du comment tout. est-ce que tu l'as vécu? Pas du tout. Non. Je pense que à l'inverse des garçons où vraiment on est rentré dans un rugby brutal, où il fallait rentrer dans des murs, où c'était vraiment un concours de celui qui ira le péter le plus fort. Nous c'est clairement pas ça. Enfin aujourd'hui même je dirais c'est plutôt l'inverse. On te demandera peut-être à certains postes de perdre du poids pour être plus mobile sur le terrain. D'accord. Aujourd'hui c'est pour notre les projet ailes, de jeu. notamment, On a un projet qui veut qui demande de l'énergie, qui demande d'être hyper actif sur le terrain, de pouvoir enchaîner des tâches, de pouvoir courir vite, longtemps. On te demandera pas de prendre 10 kilos de masse, ça jamais. Chez les filles, c'est hors de question. Okay. Même si voilà, on doit faire de la muscu, on doit protéger notre corps et retrouver un certain équilibre. Moi, peut-être que voilà. En ce moment, je suis en train de faire un gros travail sur mon dos parce que j'ai depuis 5-6 ans des lombalgies chroniques avec un tassement intervertèbre, discopathie, qu'on appelle discopathie. Donc ça fait 5 ans que je vis avec et que je dois absolument continuer à être performante malgré ces soucis de dos. Donc c'est pas évident. Mais du coup avec mes prépas au Stade Français, j'essaye de faire de l'haltéro qui va dans ce sens-là, donc pas forcément le vu du très lourd, mais avoir de bonnes postures, penser à bien gainer son corps, rentrer son ventre, penser à la respiration, les épaules, enfin c'est les genoux aussi, enfin ça demande de l'énergie mentale pour penser à tout ça, mais en même temps je vois que ça a plutôt des bons effets là en ce moment parce que j'ai beaucoup moins mal au dos et voilà, je me tourne aussi vers la médecine un peu douce pour aussi régler ces petits soucis de tu vois, j'ai un shot là de plantes là à côté de moi. Ok, vas-y, c'est quoi, il y a quoi dedans? Alors t'as de la prêle des champs, t'as du cassis et t'as de l'ortie piquante. D'accord, ok. Et du coup voilà, c'est anti-inflammatoire, ouais, voilà, c'est des plantes anti-stress, anti-fatigue, anti-inflammatoires qui aident aussi à assouplir un peu les muscles, à aider à aller mieux aussi au niveau de la flore intestinale. Okay. Donc voilà, c'est on va dire un condensé de plantes qui aide à régénérer un peu le corps et les défenses immunitaires, les rebooster, ouais. Ok, trop cool. T'as d'autres petits secrets, d'autres petits tips que tu peux nous partager ou? Ouais, en ce moment, tu vois, enfin les derniers mois ont été très compliqués et du coup je n'avais pas de solution. Je comprenais pas pourquoi j'étais tout le temps malade, tout le temps des déchirures musculaires. Enfin, j'ai enchaîné, j'ai eu 3 blessures aux ischios, une déchirure au mollet, une déchirure au quadri. Enfin, tu te dis c'est bon quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Quoi. Ouais. Et puis bon, mes médecins en équipe de France ne trouvaient pas forcément ou se posaient pas forcément la question de pourquoi ça allait pas, et du coup je me suis tournée un peu plus vers les médecines douces et notamment une herboristerie, l'herboristerie du Palais Royal à Paris qui m'a conseillé pas mal de plantes pour essayer de régénérer et de refaire redonner des ressources au corps pour on maltraite vraiment notre corps, hein, on le pousse à bout à l'entraînement, enfin même on est dans des salles d'hypoxie, c'est des salles où on est en haute altitude, haute chaleur,
mais notre corps, il est pas fait pour vivre ce genre de choc comme ça, et forcément, si tu lui rajoutes pas un peu des compléments alimentaires, tu l'aides pas à aller mieux, forcément, au bout d'un moment, tu fatigues et voilà, ça devient compliqué. Donc là, j'ai ça, j'ai l'eau de Quinton aussi, c'est du plasma marin que j'ai acheté il y a pas longtemps aussi pour reminéraliser le corps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai pas mal de gélules aussi en complément alimentaire pour rebooster et redonner de l'énergie. Ouais, je suis à fond en ce moment dans ça, et et j'avoue que là depuis un mois et demi, ça va un peu mieux. Bon, bah cool, bah c'est tout le mal qu'on te souhaite, en tout cas, de vraiment être sur pied et de pouvoir être à 100% de tes capacités le plus vite possible, sachant qu'en plus, bah ouais, c'est un sport ultra exigeant et vous avez un rythme d'enfer en plus, tu vois. Là, je le vois avec que ce soit les hommes et les femmes, le nombre de matchs que vous avez à l'année, plus les avec l'équipe nationale, ça fait vraiment beaucoup. Donc merci de nous partager tes petits. Ouais. Et je vois une naturopathe aussi, je l'ai pas mentionné, mais c'est vrai. Depuis très peu, je vois une naturopathe qui m'aide à un peu aussi trouver l'équilibre dans ma nutrition, dans comment je m'alimente aussi. Peut-être qu'il y a des produits qui ne sont pas forcément très bons dans mon alimentation et qui ne m'aident pas. Donc voilà, c'est sympa aussi de voir tous ces petits détails qui font que t'es bien aujourd'hui sur un terrain et même dans ta vie, tout simplement. Ouais, ok. L'interview arrive un petit peu à sa fin. Juste avant de terminer, j'ai une dizaine de questions. Alors j'aime bien il y a des auditeurs qui les posent un peu type question Canal+, mais tu vas voir, il y a rien de sorcier. Est-ce que ça te dit de jouer le jeu? Allez, vas-y. Allez. C'est quoi une bonne journée pour toi? Une bonne journée pour moi. Alors, je suis quelqu'un qui est très organisé, qui note tout sur mon téléphone. Avant, j'avais un calepin pour tout noter. Maintenant, c'est vrai que le téléphone est tout le temps avec moi. Et je note tout ce que je dois faire. Donc, ça peut être très bien des trucs administratifs, des trucs à acheter, des personnes à contacter. Et c'est vrai que quand je coche, tu vois, un maximum de cases, je suis super contente, quoi. Et ça peut être, par contre, frustrant quand j'y arrive pas. Mon copain, des fois, me dit, non, mais ça devient limite un peu maladif, quoi. Si j'y arrive pas, c'est limite ma journée n'est pas réussie. Mais je suis quelqu'un qui est assez organisé et qui déteste remettre les choses au lendemain. Ok, donc t'aimes bien avancer sur tes projets et dépiler ta liste de tâches. Tu connais l'application Todoist? Oui. Bah moi j'utilise ça, tu vois, pour mes petits points. Je suis un peu pareil, j'adore ça aussi. Trop marrant. C'est quoi ton meilleur souvenir de sport? La victoire contre les Black Ferns. Voilà, tu peux nous mettre un peu le contexte et rapidement l'histoire? Écoute, on joue à Grenoble, stade des Alpes, 17 000 personnes, stade comble, malgré la grève des Gilets jaunes à l'époque en 2018, enfin d'ailleurs qui est toujours d'actualité. Et on joue le deuxième match de la tournée d'automne contre les All Blacks, enfin les Black Ferns qu'on appelle, les joueuses néo-zélandaises, qui sont juste les meilleures joueuses du monde et qui sont juste 4 ou 5 fois championnes du monde. Et les dernières championnes du monde en titre. Voilà, on les avait jouées une semaine auparavant, on les avait perdues de quelques points, mais voilà, sur le contenu, c'était pas ouf. Et on s'est dit, mais attends, mais c'est elles les championnes du monde? Non, mais attends, on peut carrément rivaliser là. Et par contre, elles avaient été très très chiantes sur le terrain, je me rappelle. J'avais mon mollet qui était boursouflé. On m'avait dans un ruck, la deuxième ligne adverse, c'était bien essuyé les pieds sur mon mollet. Et je me suis promis, voilà, que sur ce match-là, j'allais tout donner et que surtout, j'allais pas faire de cadeaux, quoi. Et que s'il fallait être aussi conne qu'elle, je serais aussi conne qu'elle sur un terrain. Et au final, on gagne le match de 3 points, je crois, mais c'était un match de dingue. Il y a eu plusieurs essais et c'était juste génial de pouvoir battre les championnes du monde en titre chez toi. C'était un super souvenir et surtout qu'on les avait jamais battues, quoi. Donc ça a été vraiment un exploit qui est passé aussi à la télé. Les médias ont bien suivi, donc ça c'est cool aussi de voir que derrière ils suivent un peu les performances de notre équipe de France.
Bah ouais, surtout qu'en plus, si les mecs, ça faisait un petit moment qu'ils les ont pas battus, je pense, donc ça fait du bien. Bravo en tout cas, c'est super chouette. À l'inverse, est-ce qu'il y a un souvenir qui te laisse un souvenir un peu noir et qui te laisse des cauchemars un peu encore? Ouais, clairement, c'est la demi-finale contre l'Angleterre, Coupe du Monde 2017. Ouais. On y allait pour être championne du monde. Et clairement, on prend le match. Voilà, c'est très mauvais en termes de match. Et un temps catastrophique. On essaye de se faire des passes sous la flotte. Enfin, c'est clairement pas le style de jeu qu'on aurait dû faire. Et bon, bah voilà, on le perd et on reste hyper frustré et on se demandait même. Enfin, moi en tout cas, c'était la sensation que j'avais. J'avais du mal après. Ok, on avait perdu la demi-finale, mais je voulais même. Enfin, pour moi, la Coupe du Monde, elle s'était arrêtée là, quoi. Ouais. Et du coup, ça a été très dur se remobiliser pour se dire bon, dans 3 jours, 4 jours, il y a le match pour la médaille de bronze, donc il va falloir retourner au charbon et voilà, tu seras pas championne du monde cette année, mais t'as une médaille à prendre et remets-toi-y, quoi. Mais c'était vraiment devenu voilà, je suis restée peut-être un peu trop longtemps, 1 ou 2 jours. Vraiment fixée sur cette défaite, j'ai eu du mal à l'avaler, quoi. Et même encore après, en revenant de la Coupe du Monde, je me dis, punaise, on est pas passé loin, mais en même temps, on a appris le match du mauvais côté, enfin, du mauvais bout, quoi. Donc, ouais. Bon, on retient cette demi-finale. Est-ce qu'il y a eu des moments décisifs dans ta carrière qui t'ont permis d'ouvrir des portes ou de sauter des paliers? D'être pro, d'être semi-pro en 2014 contre toute attente. 6 mois avant, on me dit bah tiens, tu feras pas de 15, finalement tu feras du 7. Et 6 mois après, on te dit bah tiens, en fait, on veut bien t'avoir comme semi-pro dans notre centre d'entraînement. Mais ça a été juste dingue, quoi. En 6 mois, ta vie bascule complètement. Et après, derrière, ça te permet de bien travailler, de travailler avec les meilleures joueuses de France, avec un super coach, un très bon staff. Donc, tu te dis, enfin, aujourd'hui, ça a fait la personne que je suis aujourd'hui et qui a appris à être déterminée, à travailler dur pour avoir ce qu'elle a, quoi. Ouais. Il y a des rencontres qui ont chamboulé ta vie? Bah, si je dois en citer une, c'est peut-être mon premier coach de rugby au final, parce que sans lui, peut-être que j'aurais jamais accroché et que peut-être que voilà, j'aurais pas eu la carrière que j'ai aujourd'hui. Ok. Merci Yann. Mais en tout cas, c'est cool que tu lui rendes hommage parce que tu vois, il y a beaucoup de on rend peu hommage, je trouve, tu vois, à ces coachs qui vont avoir soit des enfants, soit des universitaires, et au final, c'est un peu les passionnés, tu vois, qui transmettent la passion et qui mettent autant d'énergie avec des amateurs qui font ça uniquement par plaisir qu'avec des jeunes espoirs ou même des professionnels, tu vois, et je trouve ça très cool que tu rendes hommage. Donc, je connais pas Yann, mais en tout cas, ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Est-ce que tu as une idole sportive? Ou est-ce que plus jeune, tu avais un sportif que tu adorais? Ouais, forcément Marie-Josée Pérec, quand j'étais plus jeune. Après, aujourd'hui, il y a vraiment une fille qui donne beaucoup d'impulsion dans le sport féminin, c'est Clarisse Agbenienou, au judo, qui est une lionne et qui a une force incroyable. J'ai eu la chance de la voir là au dernier tournoi de judo à Paris. Elle m'avait trouvé une place pour venir l'encourager. Ah, trop cool, vous vous connaissez? Un petit peu, ouais. Trop bien. Via les réseaux sociaux et puis voilà, c'est quelqu'un qui est hyper accessible, qui est très sympa, qui est très ouvert d'esprit, et puis qui domine son sport, mais puissance 1000. Donc c'est, enfin voilà, je lui dis chapeau, quoi. Et puis 4 fois championne du monde. Ouais, impressionnant. C'est impressionnant comme palmarès. Ouais, en ce moment, et puis elle est en grande forme. Là, j'ai vu comment elle avait terminé, elle a gagné la médaille d'or au tournoi à Paris. Elle a pas fait de quartier, quoi. Hippon, quoi, direct. Ouais, clairement. Et franchement, je sais pas si j'aimerais être à sa place, tu vois, maintenant, parce qu'elle doit avoir une bonne pression quand même pour Tokyo, parce que tout le monde l'attend, parce que voilà. Et ouais, mais c'est quelqu'un qui est intelligente et qui est va déjà se protéger, passé par
plein de choses et elle est tellement déterminée. Moi, je la vois pas rater. Enfin, bon, après, je vais la laisser tranquille dans son objectif, tout ça, mais je la trouve très dominatrice en ce moment dans son sport. Ouais, elle écrase tout. Puis elle survole avec beaucoup de classe, je trouve, et beaucoup de facilité, en fait, tout simplement. Donc, c'est sûr que elle va nous réserver des surprises. Une belle médaille au jeu, ce serait bien. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux nous dire le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Est-ce que tu t'en souviens? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Ça peut être un conseil. Oh la vache. Je t'avais dit, il y en aura peut-être une ou deux qui pourraient être des questions un peu pièges, mais. Ouais, peut-être. Ça serait peut-être en ce moment, en fait, ce que je vis, c'est arrête d'écouter les autres et reste focus sur toi, sur ce que tu sais faire. Je suis quelqu'un qui des fois peut prendre trop à cœur ce que les gens peuvent me dire ou interpréter les choses que les gens peuvent te dire, et du coup ça mentalement ça te met des nœuds dans la tête, et derrière quand t'as des nœuds dans la tête tu peux pas être performante sur un terrain. Et aujourd'hui j'arrive à faire vraiment de l'abstraction de tout ça, prendre du recul, voir les choses vraiment différemment, et moins me prendre la tête. Franchement, plus ça va et moins je me prends la tête, et plus j'ai envie d'être porteur de mon projet, d'être autonome dans mon projet, dans ma performance, vraiment savoir pourquoi je le fais, déterminer. Enfin, tout ça, ça m'aide à mieux voir les choses. Ouais. Ok. Voilà. Ça me va très bien comme réponse. Tu te vois où dans 10 ans? Je me vois où dans 10 ans? Écoute, c'est sûr que je ferai plus de rugby, ça, c'est certain. C'est dit, plus de rugby. Après, voilà, j'espère rester dans le milieu du sport. Enfin, en tout cas, j'ai fait des études dans le domaine sportif. Voilà, j'ai une licence en économie et gestion, un master en management du sport. Et j'ai travaillé chez GMF, qui est à 25%, un petit contrat pendant que j'étais semi-pro, enfin je suis semi-pro. Et là, je vais avoir aussi un nouvel employeur aussi voilà, dans les semaines à venir. Et donc voilà, j'espère que je travaillerai dans le domaine du sport. J'espère que j'aurai des enfants aussi. Et j'aimerais bien revenir en Bretagne aussi. Bah, ça fait déjà beaucoup d'éléments de réponse, donc je pense que on est bon là. Ouais, je pense qu'on est bon. Est-ce que c'est un petit peu la dernière question, c'est de savoir s'il y a un film ou un livre que t'as vu ces derniers temps, ou une lecture, un podcast qui t'a bien inspiré là ces derniers temps. Alors et que c'est tu vrai que recommandes. des podcasts en ce moment, du coup j'en ai écouté pas mal avant cet entretien là. Et c'est vrai que j'adore le format, je trouve ça chouette. Tu cuisines en même temps, tu mets ton casque et tu te mets ton podcast, et du coup tu fais deux choses en même temps. Je trouve ça agréable. Ou bien même dans le train, dans tous les moments où tu peux perdre sur Paris. Et du coup t'écoutes quoi? Écoute, alors désolée, hein, je vais faire concurrence à ton podcast, même si j'ai écouté plusieurs épisodes de ton podcast. Mais j'aime beaucoup les podcasts de Clem Sarlat aussi qu'elle a fait c'est super. Avec de grands sportifs, c'était sympa. Et sinon côté livre, j'ai un livre que je recommande à plein de gens dernièrement, que j'ai lu pendant mes vacances d'été, qui s'appelle Ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que t'en as qu'une. Et ce livre m'a ouvert les yeux, mais sur tellement de choses, et m'a aidé justement à prendre ce recul qui était nécessaire, à voir la vie du bon côté, de voir qu'est-ce qui te rend heureux vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, et vraiment faire la part des choses. Et je trouve que ce livre est super bien écrit. Et c'est vrai que je l'avais un peu partagé sur mes réseaux sociaux, et les gens m'ont dit il est génial ce livre. Donc voilà, je pousse vraiment les gens qui vont pas bien en ce moment dans leur vie, qui ont du mal à trouver à trouver peut-être le bonheur, ou qui sont un peu dépressifs vis-à-vis de leur vie professionnelle, leur vie amoureuse, ou qui se posent des questions, du sens qu'ils donnent à leur vie.
Ben franchement, lisez ce bouquin, il est génial. Ok, génial. Ben en tout cas, merci pour la recommandation. Je l'ai entendu plusieurs fois cité, mais je l'ai pas lu encore. Donc à lire. Allez, bingo. Même si tout va bien en ce moment. Donc ça fait toujours du bien de lire un bouquin qui rend heureux en fait. T'as raison. La dernière question pour clôturer un peu, c'est de savoir quel est le prochain invité que tu me recommandes d'aller interviewer. Ça peut être quelqu'un que tu connais pas, quelqu'un qui t'a inspiré ou voilà, t'as un petit peu. Il peut y en avoir plusieurs aussi. Ouais, il y en avait un, Théo Curin en ce moment qui, voilà, après toutes les interviews que je vois de lui, qui est juste un athlète hors norme qui va faire les Jeux paralympiques de Tokyo, qui est un nageur qui n'a plus ses 4 membres et qui est juste incroyable par son énergie, son côté positif, la façon dont il voit son handicap. Je trouve ça incroyable. Après peut-être des athlètes aussi, des anciens athlètes, qu'est-ce qu'ils sont devenus, comment ils ont vécu leur après-carrière. Donc ça peut être très bien la Djidou Kouré, un athlète que j'aimais bien, ou Christine Aron, enfin des anciennes athlètes que j'ai bien aimé. Voir un peu qu'est-ce qu'ils en tirent de leur carrière de sportif de haut niveau. Et comment ils ont fait pour c'est jamais facile, je pense, le jour où t'arrêtes. Je pense que tu le comprends quand tu arrêtes vraiment. Et il y en a beaucoup qui parlent d'une deuxième vie finalement qui recommence, et en même temps d'une première mort. Ouais. Et du coup peut-être arriver à les comprendre et voir comment ils s'en ont sortis. Et finalement peut-être que ça a été très simple, ils ont très bien préparé leur avenir. Toi, là en ce moment j'ai participé à un livre qui s'appelle le livre blanc d'Alitisme. Et du coup j'adore lire les témoignages d'anciens sportifs ou de sportifs actuels qui ont mené de front leurs projets sportifs et leurs projets professionnels. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu comment ils ont réussi à faire les deux, ou comment ils ont réussi derrière à repartir sur un nouveau projet, comment ils ont réussi à mettre en avant leurs compétences qu'ils ont apprises grâce au sport. Donc ça peut être sympa cette thématique. Ok, ça marche. Écoute, c'est noté. En plus, j'ai eu pas mal de sportifs qui sont en pré-retraite ou en retraite maintenant, et c'est vrai que c'est un sujet un peu tabou. Donc je vais essayer d'aller creuser la chose, parce que c'est vrai que c'est aussi dur à aborder, parce que je pense que tu vois, alors toi, je pense que t'en as vachement conscience, parce que t'as découvert ça, tu vois, t'es passé un peu tu l'as dit, 400 personnes à 20 000 en quelques mois, et du coup, tu te rends compte de tout ça. Mais il y a peut-être aussi des sportifs qui se rendent pas compte, tu vois, de la chance qu'ils ont, en fait, de remplir des stades, et que pour eux, c'est un petit peu normal. Moi, je me suis rendu compte de ça la première fois que j'ai couru le marathon de Paris. Tu vois, tu cours, t'as l'impression d'être une star. Alors je me dis, en plus, c'est déjà, tu cours, t'as du public. Si en plus à la fin t'es premier, que t'as la presse, que tous les gens connaissent ton prénom, qui t'encouragent, enfin tu dois avoir une énergie de dingue. Et c'est vrai que si tu l'as tous les jours, est-ce que tu t'arrives à t'en rendre compte? Je sais pas. Mais en tout cas, je vais essayer de trouver des sportifs sympas pour discuter de ça avec eux. Merci pour la recommandation. Merci beaucoup, Lénaïg. Et écoute, comment est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on dit aux auditeurs d'aller prendre de tes nouvelles? Écoute, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller voir sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, même LinkedIn. J'essaie de communiquer un peu dessus. Parce que c'est toujours intéressant de promouvoir son sport en fait via les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'au début, le rugby féminin, il en avait bien besoin, parce que on n'était pas couverte médiatiquement. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, ça permet de mieux découvrir son sport, et puis le sport auprès du plus grand public. Et puis en plus, il y a des gens qui nous suivent et qui ont l'air intéressés, donc c'est sympa. Donc tout simplement, Lénaïg Corson. Mon prénom toujours aussi compliqué à dire, mais tu me challenges parce que je l'ai écorché au début, c'est vrai, mais là je l'ai bien dit, j'ai bien terminé. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir de te rencontrer et d'avoir cet échange avec toi. C'était hyper instructif, c'était hyper riche, en tout cas en infos. Je pense que les auditeurs pourront
réfléchir à certains sujets, peut-être à certaines phrases qu'ils ont dit, et puis pourquoi pas allumer leur télé la prochaine fois qu'ils voient du rugby féminin, ça serait super cool. Et n'hésitez pas à aller suivre Lénaïque sur les réseaux sociaux et à lui envoyer un petit message d'encouragement. Je pense que ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Merci Barthélemy. Salut, à une prochaine. Kenavo. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!